Bonjour à tous et bienvenue chez nous. Good afternoon everyone and welcome to our home. Merci de vous joindre à nous pour ce week-end d'inauguration de l'exposition Détissés, dévoilés, paysages chiraux de l'exil. Nous sommes évidemment au lendemain du vernissage, on se remet doucement du vernissage de la soirée d'hier et on a le plaisir d'accueillir les artistes Eugenia Reznik et Patil Chilingwerian, ainsi que la commissaire Anna Kerekes, pour cette conversation durant laquelle elles évoqueront leur processus de création ainsi que l'évolution de cette collaboration autour de la notion de chiralité. So during today's conversation, Anna, Patil and Eugenia will talk about their creative process and the evolution of this collaboration around the notion of chirality. On va rentrer vraiment dans les détails du processus créatif. Malheureusement, Anna, la commissaire, n'a pu voyager cette semaine pour des raisons de santé, donc elle va nous rejoindre en mode virtuel. Mais comme vous le voyez, on a installé un espace très cosy, donc on ne verra presque pas. C'est comme si elle était avec nous. Donc la conversation va se dérouler dans la ou les langues de préférence des artistes. Et donc il y aura peut-être une alternance entre le français et l'anglais. Mais si vous avez des questions, levez la main, n'hésitez pas. Et puis il y aura une session de Q&A, de questions-réponses à la fin de la conversation. On fera aussi une courte pause avant de vous inviter à participer à la performance intitulée Entre deux portes, durant laquelle en fait les artistes exploreront ensemble avec nous les souvenirs, leurs souvenirs dans les espaces intérieurs et extérieurs de l'imagier, comme dans ceux d'une maison, en quelque sorte. So after a short break, you are invited to participate in the performance entitled Entre deux portes, Between Two Doors, during which we'll explore together the artist's memories in this space, as in those of a house. Enfin, j'évoque la question des... pendant que je parle de la question des espaces et des territoires, j'aimerais aussi remercier évidemment notre nation hôte, la nation Algonquin Anishinaabe, qui nous accueille sur son territoire non cédé, non conquis, et dont nous bénéficions pour développer évidemment nos activités artistiques. So at l'Imagier, we work actively to build reciprocal relationships with the indigenous communities, both in Gatineau and Ottawa, in a transparent and honorable way. Et donc, alors que nous transformons ces espaces, justement, on cherche à laisser la place à des voix plurielles et des voix transversales, comme celles que l'on va entendre aujourd'hui. Voilà, donc sans plus tarder, commençons cette conversation. J'invite Eugenia et Patil à venir s'asseoir et je laisse la parole à vous trois. Voilà, merci. Bonsoir. Alors, c'est à mon tour de souhaiter la bienvenue à tout le monde ce soir, depuis le sud de la France, où la nuit commence à tomber un peu, mais je vous revois dans le hall d'entrée avec plein de lumière et super en forme. Donc, je suis très très contente d'être avec vous, même de manière serrée pour cette soirée. On va être dans le vif parce que hier nous avons pu partager un moment super agréable pour le vernissage, mais il y a tant à dire et tant à échanger sur le processus de création, sur la mise en place de la collaboration, sur les œuvres elles-mêmes. Donc je lance ma question pour situer l'origine de cette collaboration, comment on s'est rencontrés. Donc moi je suis Eugenia Reznik. Je voudrais juste vous dire qu'on s'est rencontrés en 2018 dans un café où on mangeait en participant à une exposition qui s'appelle Ars Electronica. Donc ça se passe à Linz, en Autriche, et on faisait partie de la même équipe, moi et Patil, sauf qu'on ne se connaissait pas, on se connaissait que virtuellement. Et un jour on buvait un café ensemble où on mangeait. Et on a commencé à parler, on a compris tout de suite que c'était le début d'une grande collaboration. Parce que on s'est reconnu que nos parcours étaient très très différents, mais on s'est reconnu dans nos différences. Oui, voilà, moi c'est Patil. Comme Eugénie a dit tout à l'heure, je pense que le point d'origine de cette collaboration a commencé en Autriche.
Je me rappelle du moment où tu es arrivée parce que moi je faisais avec Anna, on travaillait ensemble aussi. On faisait partie de l'équipe qui a monté l'exposition et moi je faisais le design de l'expo et la scénographie. Anna était la commissaire et Eugenia était l'une des artistes qui a participé à cette exposition en fait. Et moi, comme je connaissais Eugenia à travers son travail, je la connaissais pas en personne. Et je me rappelle de ce premier dimanche où les artistes commençaient à arriver et il fallait les accueillir. On m'avait dit d'accueillir Eugenia. Donc c'est moi qui est allée la chercher. Et c'est comme ça on s'est rencontrés. Et sa première impression quand elle est arrivée dans le lieu de... c'était une école qu'on avait transformée en galerie, en mode galerie. Elle m'a dit « Oh, waouh, j'adore l'aménagement de l'espace et le design ». Et c'est comme ça où ça a commencé. Et c'était vraiment dans ce café-là et nos conversations durant les jours de l'expo où on se retrouvait comme ça, par hasard ou pas en groupe. De plus en plus, on a compris en fait qu'on avait tellement de... On partageait les mêmes passions. C'est comme ça qu'on a voulu les explorer ensemble. Et toutes les deux, et même avec Anna, on était dans le milieu académique et on poursuivait nos études. Donc moi j'étais en maîtrise et Eugenia et Anna étaient en doctorat. Et on avait des sujets de recherche-création qui est très... il y avait comme un certain chevauchement conceptuel et on a voulu explorer ça. Et à partir de ce moment-là, depuis 2018, c'était en septembre, on s'est mis en équipe et on a commencé à travailler. Donc notre aventure a vraiment commencé en novembre 2018 peut-être. Ce qu'il faut juste souligner, c'est que quand évidemment en se rencontrant, on s'est montré nos travaux respectifs, les sites web, etc. Et tout de suite, on a vu qu'il y avait un fil rouge commun qui était le tissu. Moi, je travaillais beaucoup les tissus, Patrick travaillait beaucoup les tissus, et comme vous pouvez voir aujourd'hui, c'est toujours là, le tissu, c'est toujours là, ça traverse notre travail, ça s'amplifie, ça amplifie notre travail, et on est dans une influence mutuelle, mais qui passe toujours à travers le tissu. Après, j'aurais envie de dire qu'il y a d'autres points d'accroche aussi, comme Patrick pouvait tout à fait en témoigner. Toutes les trois, on était dans un parcours de recherche-création, donc quelque chose qui nous tenait à cœur, d'allier à la fois la pratique et des recherches qui sont d'ordre de sociologie ou d'autres domaines scientifiques. Ce qui était très important aussi, c'est que l'exposition était autour de la question de care. C'est une chose qui revient aussi dans la collaboration, pas seulement sous la forme, mais aussi dans la manière d'agir. Donc je pense qu'il y a bien plus de points, mais clairement, ce sont des tissus qui ont déclenché vos intérêts communs et vos discussions. J'aimerais donc voir aussi, parce qu'on a des parcours d'immigration pas très similaires, mais bien variés, toutes les trois, vous entendre parler comment ces parcours d'immigration ont finalement influencé votre parcours artistique et de voir comment la richesse de ces déplacements se retrouve dans le travail. Bon, peut-être c'est aussi l'occasion de présenter un petit peu effectivement le parcours. Moi, je suis née à Kiev. À l'époque, c'était encore l'Union soviétique. Je suis née en 1970. La première fois où j'ai vraiment vécu le déplacement, c'était pas au moment où j'ai quitté mon pays, c'était en 1986 où il y a eu l'explosion en avril, l'explosion de Tchernobyl, et où avec mon frère et ma sœur, on a quitté Kiev pour aller vivre à Moscou pendant quelques temps pour fuir le nuage de Tchernobyl. Et puis par la suite, on est retourné à Kiev. Peu de temps après, en fait, en 91, l'Union soviétique a disparu. Et encore une fois, peu de temps après, suite à quelques années qu'on appelle les années noires, parce que c'était des années où tout a disparu, la nourriture, des épiceries, tout est parti sur les marchés noirs. Suite à ces années très très difficiles, où j'ai fini aussi mes études en même temps, notre famille a quitté ce qui était déjà devenu l'Ukraine, donc à partir de 91. On est parti dans des pays différents, voire continents différents. Mes deux sœurs sont parties aux États-Unis. Mon frère est parti poursuivre ses études en Israël. Et moi, j'ai eu une bourse du gouvernement français pour continuer mes études en France.
Mes parents, qui étaient restés pendant quelques mois en Ukraine, ont finalement fait le choix de quitter aussi l'Ukraine et de partir aux États-Unis où ils ont obtenu le statut de réfugié politique. Donc ce parcours-là m'a amené dans différents pays, mais aussi différents continents, parce que j'ai été en France, mais je suis venue très vite aux États-Unis, j'allais plusieurs fois en Israël, donc je suis retournée en Ukraine une seule fois. Puis en 2005, je suis partie vivre au Canada. Alors bien évidemment, tous ces déplacements ont eu un impact direct sur ma création, parce que j'ai fait des études dans un environnement très académique, donc j'ai appris à peindre, à dessiner, paysage, peinture, modèles vivants, donc des études très très académiques. Avec cette ouverture dans les différents pays, ma production s'est totalement transformée. Et petit à petit, et c'est tellement transformé que j'ai dû la rendre parfaitement portable. Parce que je me déplaçais tellement que je ne pouvais pas me déplacer avec mes tableaux que je faisais 1,50 m par 2 m. Donc petit à petit, j'ai commencé à faire des tableaux qui sont devenus des paysages pliés parce que je les faisais sur des tissus. Petit à petit, ma production s'est transformée en vidéo parce que c'est très facile à déplacer. Et encore plus, ma production s'est beaucoup transformée en installation sonore parce que c'est devenu juste des voix des personnes que je transformais, que je transportais grâce à des données numériques. Donc ça a eu un impact direct sur ma production. De mon côté, je pense que j'ai une histoire aussi personnelle qui est similaire, mais différente. Moi, je suis née à Beyrouth dans les années 80, durant la guerre civile libanaise, donc beaucoup de déplacements forcés. J'ai connu les déplacements et l'immigration à un âge... maybe I'll switch to English. I came to terms with immigration at a very early age, and I started mon parcours artistique or my creation process at an early age as well. And just like Eugenia, I was very much trained in the classical arts, so painting, etc. Around the age of 17, I discovered the art of collage and surreal and modernist paintings, and I really liked this world. I liked the freedom that it offered. It was very different from classical painting. And since then, I started exploring more installations and things like that. That led me to study graphic design. And when I studied graphics, it also helped me be more mobile with my work, in a sense. Throughout that process, I worked as a graphic designer for over 10 years, and bit by bit I started discovering new mediums, and I started merging my previous training in the arts with design. So I found myself at the intersection of design and art. I kind of went into design for social justice, and I started working with very engaged types of design and art. Finally, it led me to explore textiles somehow, and I was already working with these things when I was still in Beirut, and then when I immigrated to Canada, I decided to do my master's, and it made sense for me to continue in the same field somehow. And while I was working on design for social justice, I was exploring lots of different subjects. Being in Beirut, I was working on Syrian refugees, or I was working on Palestinian refugees. It kind of made sense for me to sort of continue. But being Lebanese Armenian, I had never really explored my Armenian roots. In Lebanon, I was kind of surrounded in an Armenian community, but then when I came to Canada, I felt so away from that environment, and it made sense to sort of explore my Armenianness, being so uprooted here. So I decided to dedicate my master's to subjects related to the Armenian culture and history, and somehow merged all of this together with the social justice aspect, I guess. One thing that I didn't say is that after working professionally as a graphic designer for a long time, I founded my own design studio, and my concept was to be a mobile design studio. So since 2014, I was working remotely, and the idea was to have all my work in my laptop, and I just wanted to travel with it, and I guess that kind of gave me the facility to just continue from that point on in Canada. And I brought all my work with me, in a sense, in the laptop, but at the same time, by that point, it had been transferred to textiles, so those textiles also traveled with me.
Peut-être juste rajouter un dernier élément au sujet de l'immigration ou du déracinement, c'est que pour les artistes, être déraciné, c'est quelque chose de très difficile parce que en étant artiste, on tisse forcément des liens avec les institutions, avec notre école, avec le lieu où on travaille, avec les lieux où on étudie. Et quand on se déracine, on perd tout ce réseau énormément. Mais donc en fait, le déracinement peut être considéré comme un défi pour le travail artistique, mais ça peut être aussi considéré comme un levier de création. Et justement, les formats de création, les questions de création, tous les questionnements, notre identité artistique peut vraiment changer et peut être considéré comme un levier artistique grâce au déracinement. C'était, je pense, mon cas. Le déracinement est devenu non seulement un sujet de travail, parce que je travaille sur ces questions du déracinement, mais c'est devenu une façon de créer, donc une façon mobile de créer. Donc, par rapport à et un point commun, c'est-à-dire que j'ai fait des études en histoire de l'art, mais grâce à ces études, tout axé sur le cinéma expérimental et l'œuvre de Jonas Mekas, c'est l'unité de Lituanie vers les États-Unis, j'ai pu voir à quel point la création était extrêmement importante justement pour trouver sa place, où que ça soit. Et donc c'est lui qui m'a lancée dans la création. Et pour ma part, j'ai une pratique vidéo, en plus des approches plus critiques et sensibles par rapport à la neuroscience, par rapport au quotidien, questions de quotidien, plein d'autres choses qui sont aussi dans cette mobilité dans la vie. Le quotidien même, du coup, se forge à des habitudes et à la fois l'envie d'échapper aux normes et de se réinventer jour après jour. Donc je pense qu'on partage beaucoup de points par rapport à nos parcours déjà. Pour la question de est-ce que l'immigration est-elle discutée ou un levier, moi personnellement j'ai trouvé que finalement la sensibilité qu'on peut avoir grâce à des expériences kaléidoscopiques nous mène vers quelque chose qui relie malgré les différences. Et cela est pour moi très très précieux. Et dans le travail, en collaboration, en commissariat, avec les artistes, c'est vraiment la manière de fonctionner, la démarche que cela donne. Peut-être en resituant cette migration et ces parcours, nous pourrons parler plus précisément de notre collaboration et de ce travail de longue haleine depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui pour arriver à vous présenter l'exposition. Comment cette exposition a été préparée? Je dirais en plusieurs étapes. Il y avait une période de collaboration, de création, de réflexion avant tout, je dirais. Entre 2018 et 2019, on était vraiment dans un processus d'alignement. On se cherchait un petit peu, on se demandait plus beaucoup de questions, on essayait de trouver un pont ou de construire un pont entre nous les deux. Mais je pense que c'est quand on a fait une résidence de création à Hexagram au début de 2020, c'était ça ? En janvier 2020, Julien et moi, on se sont rencontrés sur un tissu de lin. C'est devenu vraiment notre endroit de rencontre, notre espace de création, de découverte et d'exploration. C'est à partir de là où on a vraiment commencé à tisser des liens plus chiraux ensemble. On a vraiment construit un univers chiral petit à petit. C'est devenu vraiment petit à petit. Après, on a enchaîné avec d'autres créations. L'exposition des tissés des devrait prendre place en mars 2020 et le vernissage c'était vraiment une semaine après qu'on est parti en full lockdown durant la première vague de la pandémie. Alors on s'est dit que ça allait être reporté pour plus tard et on pensait que ça allait être reporté pour 2021, mais vague après vague durant la pandémie, c'était impossible. Mais nous on a continué et notre collaboration a évolué durant ce temps-là. Toutes les deux, on travaillait sur des créations individuelles à part, mais en même temps, on se partageait tout et on pensait toujours à une manière de lier la création de l'une avec l'autre. Et puis voilà, je pense qu'à partir du moment où on a brodé à quatre mains, quelque part, nos quatre mains se sont interwoven. Okay, let me describe you the scene. So it's like something like almost 10 p.m. when we start to work. Okay, this is residency at Hexagram.
And we have this fabric that Patil brought. It's a linen fabric. It's an linen So we fabric. just put this fabric in the middle of this room, very big room. And we started to think, what can we do about it? And we have one needle. And we had also one person that was supposed to film it. And I had a broken finger. Oh yes, and we had a broken fingers. Well, we started to experiment. What can we do about it? So we were one person on one side and one person on another side. And we started to embroider from one side to another. And we started to film it. What you see exactly is this performance actually that was filmed. So at the beginning of the performance, you see one hand putting the needle to the other side. And then you see the other hand giving the needle to the one side. So at the beginning, you may think that there is only one person. But actually then you see the third hand appearing. And then a few seconds later, you see the fourth hand. And then only at that moment, you understand that there are two people embroidering. And then when we finished embroidering, we started, well, what do we do now? So we undid the embroidery. And what you see in the video, you see the embroidery and then undoing this embroidery. And the fabric actually we used for this performance, it's the fabric that is just the last fabric in this collection of fabric you see. And if you pay attention, you see the holes that are left after this performance. I think it's all about our work. This fabric describes our work because we meet on this theme, we meet on the fabric, we do things together, then we undo them. And we undo them not to forget them, we undo them to start something else. And I hope that this exhibition will be this wonderful occasion to start something else. Maybe we'll talk about it later. Yeah, I guess we're always in this process of reinvention, of recreation, of coming full circle, accepting the cycle of things, that everything has a beginning and has an end in a sense. This residency as well was very, very pivotal for us because it was a few days before we were going to come and visit l'Imagier for the first time in January in the snow. I remember at the time we had conceived of it as a few works, but this was our first collaborative work. This was the first time we really did something, and I also remember how organic this process was and how it was just natural, and there was a very nice flow between us. We didn't have any pressure of like, okay, what are we doing here? No, we were just discovering each other and having conversations, and everything was just kind of building on top of each other, and then it was coming together organically. And in the beginning, the video was supposed to be a live performance where we wanted to actually embroider with four hands. And when the pandemic struck, we decided to actually convert it into a video performance. And I remember we had one day left in the space of the residency, so I called a friend of mine and I said, are you available? And she came, Diosana Shkurti, because we wanted to film it ourselves, and then we realized that was a lot of work. So then we said, okay, we need someone to actually follow our hands. This is a two-sided performance, so we needed different angles. And then another friend of ours who's also with us in Ars Electronica, Marc-André Cosette, the same day, I remember there was a day in between. We came to Imagier, and while we were driving, we kept on talking, and then we were asking each other all these different questions. What is your point of origin? Like, what is the first landscape that you remember? Like, what was your immigration experience like? What were the objects that mattered to you? And then we realized, wait a minute, this is it, you know, we have to talk about this. We went back the day after, and Marc-André Cosette, we just recorded our voices, and then he added the music much later. And the interesting thing about this is that this video was in the making for over another year because it was bouncing back and forth. At that time, Eugenia moved to France a little bit after Ars Electronica, and I stayed in Montreal. And at the time you were in France, and you just came back for this residency for 2 weeks only. And then we continued our work, separated by the ocean, different continents, pandemic, and it finally came together after a year. So we had the time to refine it. And maybe just a last word about this video. Maybe you couldn't notice it if you don't watch it completely. As Patil said, we answer 4 questions. First question is, what is your point of origin? The second question is, what is your landscape of displacement? The third question is, where do you feel home? And the last question is, what is the object that you brought with you? While Patil is answering these questions in this order,
I answer the same questions, but in the other order. So it makes like a symmetrical point. Maybe we can talk about chirality. If I listen to you correctly, the first meaning is that chirality is not just the title of the exhibition, but it's exactly your artistic collaboration, which can be understood as chirality. This is a notion which is very, very, very important for you. In the title, there are a couple of other words. Eugenia, you just explained a bit how you understand. Maybe we can describe a bit where does the title come from? We understood the concept or the notion of chirality when we found each other on this piece of fabric. We felt we were on two sides. With our four hands, I think we felt like the similarity yet the differences. From that moment on, it became a methodology of artistic practice for us, and it became really embedded in everything that we did. Bit by bit, once we took consciousness or awareness of the chirality that existed, we sort of started exploring it, and it became one of the parameters that we use in our practice and in our dialogues together. The notion of chirality is something that Eugenia has been exploring for a while from a different angle. Maybe you can also take us on a chiral journey and we can discover different landscapes together. Oui, alors ce mot, le mot chiral, c'est un mot qui paraît bizarre, mais en fait on a tous sous les yeux un objet chiral qui sont nos mains. En fait c'est une notion de symétrie assez complexe, une symétrie en 3 dimensions. Et donc nos mains sont chirales, d'où viennent d'autres mots comme chiropraticien ou d'autres mots. Pour nous c'était important de faire appel à cette symétrie, mais qui n'est pas exactement une symétrie, c'est pas exactement pareil, on n'est pas une image l'une de l'autre. Donc il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui se superposent pas, et c'est ça la notion de chiralité. Et en fait, nous, on l'a exploré à travers différentes pièces. Peut-être que vous pouvez le voir déjà dans la pièce elle-même, puisque la vidéo est centrale. Et à côté de la vidéo, il y a 2 objets qui se reflètent. D'un côté, un objet qui appartient à Patil, de l'autre côté, un objet qui m'appartient à moi. On a des tissus d'un côté et de l'autre côté de la salle. Les tissus sont placés en sens diagonal pour qu'on voit en fait les 2 côtés des tissus. En fait, en entrant dans la salle, on ne voit pas les 2 côtés, mais il faut faire comme un détour pour voir les 2 côtés des tissus. On a considéré les tissus comme des objets en 3 dimensions, et pas des objets en 2 dimensions, pour montrer que le tissu, ça existe des 2 côtés, surtout quand on fait attention à la broderie, puisqu'on n'a pas évoqué encore, mais la broderie rend les tissus soit des objets en 2 dimensions, soit des objets en 3 dimensions, dépendamment comment on les regarde. Normalement, la broderie, surtout la broderie que nous avons utilisée, beaucoup de tissus sont brodés en pointe de croix. Pour ma part, ce sont soit des tissus anciens, qui ont plus de 100 ans, soit des tissus modernes que j'ai brodés moi-même. Et en fait, ils sont brodés avec la technique ukrainienne de la broderie de pointe de croix. Ce n'est pas uniquement la technique ukrainienne, mais qui est beaucoup utilisée en Ukraine. Et si on dit que la broderie a un côté seulement, ça devient des tissus en 2 dimensions. Mais si on brode des 2 côtés, ça devient des objets en 3 dimensions. Et donc, ça devient tout de suite des objets chiro. Pour ma part, c'est aussi explorer sur les dessins que vous avez pu peut-être apercevoir. Ce sont des dessins qui sont dans les boîtes, qui sont à la fois des balises et des serres. Et les dessins sont exécutés des 2 côtés de la feuille, de façon à ce que ça soit des objets en 3 dimensions. Et le côté qui est caché est dévoilé grâce à une lumière qui apparaît petit à petit. Donc il faut rester devant les dessins pendant quelques dizaines de secondes pour voir la différence, pour voir ce qui se passe avec les dessins. Oui, de mon côté, en fait, j'ai aussi exploré ce côté chiral, par exemple, dans le paysage que j'ai. Vous voyez cette impression de 2D, 3D quand vous regardez from the front. Vous voyez beaucoup de textures, on dirait que vous êtes même transporté dans ces paysages-là, alors que si vous regardez de derrière, ça devient un petit peu plus 2D que 3D. La chiralité a évolué avec moi complètement dans une autre perspective parce que je travaille beaucoup avec des techniques artisanales très anciennes. J'ai beaucoup exploré des techniques de broderie par exemple ou bien de tissage arménien et là j'essaie de trouver des moyens de les moderniser et de les marier avec des technologies nouvelles, comme par exemple des technologies portables où un vêtement devient un vêtement sonore, ou par exemple un tapis qui s'allume avec des trous où la lumière jaillisse
un tapis qui est fait à la main avec des techniques traditionnelles mariées avec ça. Donc je trouve qu'il y a une certaine superimposition et en même temps une certaine chiralité aussi de cette manière-là en fait. Mais c'est un point très intéressant parce qu'en fait la chiralité peut être considérée justement dans l'espace physique. Donc par exemple les deux côtés de la broderie ou les deux côtés de la salle ou deux objets qui se reflètent l'un dans l'autre. Et cette chiralité peut être aussi considérée dans un sens du temps et où le passé se reflète dans le futur et où, comme tu disais, la broderie traditionnelle se reflète dans la broderie contemporaine et où les tissus anciens sont le reflet des tissus modernes. C'est ça, on joue beaucoup avec ça. Si vous pourriez m'exprimer la différence que vous pressentez entre le mot textile et tissu, pour ensuite peut-être évoquer les broderies plus particulièrement. Je pense que la différence, c'est que les textiles, c'est un peu plus général. Le tissu, c'est un truc très personnel, très individuel. Je pense que toutes les deux, au fil du temps, on a des attachements au tissu qui sont différents, mais je pense que ça vient du même point. C'est nos familles spécifiquement. Je trouve qu'on a vraiment une relation intergénérationnelle avec ces tissus-là parce que ça nous connecte avec nos ancêtres. Avec ta grand-mère, par exemple, moi aussi. C'est des traces mobiles, si tu veux. C'était facile à transporter. Je considère les tissus en tant qu'un espace de dialogue. Ça dépend du mode d'emploi du tissu aussi et leur fonction, leur usage. Ça varie entre les vêtements, ça varie entre les tissus qu'on utilise dans la maison, par exemple, pour plusieurs trucs. Mais il y a une très grande différence, je trouve, entre textile et tissu. Mais je te laisse parler et puis on va... Oui, le point essentiel est ici, effectivement, parce que les tissus que vous voyez ici à l'exposition, c'est des tissus vraiment que personnellement j'ai récupérés dans les placards de mes parents. Donc la plupart des tissus que vous voyez sont des tissus qui ont plus de 100 ans et qui ont une signification très importante. Je vous donne un exemple, le petit tissu qui se trouve au milieu de la salle. Donc c'est un tissu qui appartenait à mon arrière-grand-mère et qui a été fabriqué entièrement par mon arrière-grand-mère. Donc les années 1920-1930 au plus tard. Et le tissu a été fabriqué entièrement à partir de la plantation du lin. Le lin a été planté. Donc ça se passait dans la région de Tchernihiv, que malheureusement on connaît tous aujourd'hui, pour des événements qui s'y passent. Donc ma mère et ma grand-mère et mon arrière-grand-mère viennent de cette région du nord de l'Ukraine et ils plantaient le lin pour des besoins, pour fabriquer les tissus, mais aussi pour manger, pour fabriquer de l'huile. Et donc ils ramassaient par la suite le lin qui mûrissait à peu près en juin-juillet. Ensuite ils traitaient le lin, ils le laissaient sécher sur les berges, traitaient le lin avec un outil spécial pour extraire la fibre, pour l'attendrir aussi. Tremper le lin encore une fois pour l'attendrir, puis ensuite le laisser sur les berges du lac ou de la rivière pour blanchir le lin. Ensuite, dans toutes les maisons, il y avait le rouet pour tisser, pour fabriquer des fils. Et donc ensuite tisser des tissus. Et donc, si vous remarquez, il y a un très très vieux tissu ici. Et pour faire une certaine largeur, on était obligé de coudre deux morceaux ensemble parce que on n'avait pas de machine assez grande pour faire des tissus larges. Et donc, ça fait comme une cicatrice aujourd'hui au milieu. Donc, le tissu que vous voyez au milieu, c'est un tout petit tissu qui a été fabriqué comme ça. Et il a un nom spécial, il s'appelle ruchnik, ce qui veut dire serviette. Mais ce n'était pas utilisé pour des besoins quotidiens. C'était des tissus entre guillemets sacrés parce qu'ils étaient richement brodés et ils étaient utilisés pour décorer les icônes qui se trouvaient dans toutes les maisons, dans les coins des salons. Des icônes ou des photographies importantes. Donc ce ruchnik, c'était ce tissu-là qui était utilisé dans la maison de mon arrière-grand-mère. Et par la suite, ce tissu est devenu une sorte de rescapé, parce que vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Ce tissu, mes parents l'ont récupéré heureusement avant la guerre. Il est resté dans les placards, il est resté comme gardé, comme très très précieusement dans un placard. Et sur ce tissu-là, vous pouvez voir des traces, puisque les couleurs des broderies se sont imprimées sur les parties claires des tissus. Donc vous voyez, c'est comme des traces de la sauvegarde de ce tissu-là. Et donc je l'ai ressorti cette année, je l'ai récupéré en décembre 2021. Et en décembre 2021, j'ai appelé ma petite cousine qui s'appelle Natalia, qui habitait Tchernigov. Et je lui ai dit, écoute, j'ai une exposition
Est-ce que tu voudrais participer à cette exposition? Je voudrais te demander de broder ces tissus-là. Je te donnerai des instructions. Tu sais broder, je voudrais que tu brodes ces tissus pour l'exposition. Donc, elle était supposée de broder certains tissus pour l'exposition. Puis vous connaissez la suite des événements. Aujourd'hui, Natalia vit dans un petit village parce qu'elle a réussi à fuir Tchernigov. Et par contre, j'ai brodé ce tissu moi-même et j'ai rajouté une fleur sur ce ruchnik, sauf que je l'ai rajouté de l'autre côté de la broderie, pour signifier comme si les fleurs avaient passé du côté où ils étaient à l'origine, de ce côté-là du tissu. Donc peut-être en visitant l'exposition, vous pouvez faire attention, vous pouvez remarquer cette petite fleur qui a poussé de ce côté-là du ruchnik. Donc c'est pas du textile, pour moi ce sont des tissus de famille. Une dernière question. On va peut-être ouvrir la discussion à la salle, c'est bien ça. Alors peut-être une dernière question par rapport à l'exposition, parce que j'ai l'impression que l'exposition a été conçue pendant tout le processus pour vous comme un lieu de travail. Donc c'est un lieu où vous avez marié des œuvres qui ont été déjà préparées séparément et ensuite aussi donc en commun. C'est une installation majeure finalement de tous les éléments conçus auparavant. Alors comment vous voyez cet espace et ce lieu? Alors déjà, nous sommes très 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 chanceux d'être accueillis par l'Imagier qui a un accueil extraordinaire et généreux. Et comme on va rester ici quelques semaines, on a envisagé de poursuivre ce travail. On a détissé la broderie. Et on va peut-être retisser quelque chose de nouveau. Donc en fait, on espère que ça devienne un lieu de nouveau travail. On espère de revenir ici en résidence. On va dormir ici sur le tapis, on va broder quelque chose. Non, on va va pas dormir sur le tapis, on va installer des lits. Ça va devenir un lieu d'une nouvelle aventure, de nouveaux récits, puisque le lieu est tellement magnifique qu'il y a forcément quelque chose qui va naître de là. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est vraiment intéressé à l'aspect évolutif de l'exposition, mais la manière dont elle était déjà conçue, c'est que c'était tout le temps en mode dialogue. Même l'emplacement des œuvres était en dialogue chacune avec l'autre, en chiralité, l'une avec l'autre. Et l'idée, c'était de construire notre maison ici, de vous inviter de venir chez nous et de nous rencontrer. On s'est mis à nu vulnérablement. On est là pour partager nos histoires, d'entendre vos histoires aussi et de vivre avec nous ces paysages de déplacement, ces paysages d'exil, de tissus, de plantes, de fibres. On est là pour partager les fibres en nous avec vous en fait. Terminé, je voudrais saluer mes amis qui sont venus de Montréal et donc comme on est très content d'avoir cette chiralité aussi. Patil, tu as tes amis de Montréal. Mes amis sont à droite et tes amis sont à gauche. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a aussi une installation extérieure. Patil a ouvert tout à l'heure l'invitation à vous. On récolte des histoires et particulièrement les histoires des plantes déplacées. Donc, si vous avez déplacé une plante d'un pays à l'autre, d'une ville à une autre, d'un quartier à un autre, je serais ravie d'enregistrer cette histoire, même si elle dure 1 minute ou 2 minutes, même si c'est une toute petite histoire. Je suis très 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 intéressée. On va poursuivre collectivement ce travail. Et les récits que vous allez nous convier, ils vont se retrouver sur l'installation extérieure où vous pouvez déjà accéder à certains récits. Donc il y a des valises qui sont installées à l'extérieur, dehors, et avec les QR codes, vous pouvez entendre ces récits qui viennent de différents pays du monde. Merci beaucoup et si vous avez, on peut peut-être ouvrir aux questions et puis n'hésitez pas, on est content de répondre à n'importe quelle question. En quoi est-ce que votre exposition est différente du fait d'avoir travaillé avec une commissaire plutôt que simplement vous deux en collaboration directe? Si je peux me permettre, parce que jusqu'ici on a beaucoup parlé des réponses d'une œuvre à une autre, de sensibilité artistique et créative d'Eugénia et de Patil. Si je peux m'insérer là-dedans pour répondre à cette question, ça serait pour dire que finalement, autour de la pandémie, nous avons eu beaucoup de discussions sur la validité des formes en art contemporain aujourd'hui. C'est vrai que le tissu, ou plutôt le textile, est un médium qui devient extrêmement important parce qu'on vit quelque part un revival de l'artisanat. Il y a des expositions majeures qui sont en train d'être
préparés au Barricade Center ou ailleurs. Il y a des essais et des symposiums qui vont être cours et que finalement, nous questionnons aussi par rapport à la productivité de la scène contemporaine et comment une exposition peut être conçue pas seulement comme un lieu de diffusion, mais comme un lieu de travail en échange avec le public et une sorte de manière de collaborer, une manière de concevoir les choses ensemble qui est en écoute, surtout pour moi, en tant que commissaire d'exposition, est une expérimentation vraiment intéressante sur des nouveaux modes de fonctionnement pour mettre en place des rencontres. Ce ne sont pas des projets, mais ce sont des vraies rencontres. Si je peux me permettre aussi d'ajouter un point vite, c'est que je pense qu'en tant qu'artiste, on voulait vraiment se concentrer sur notre pratique artistique et sur la collaboration. Je pense que le fait de travailler avec un ou une commissaire, c'est de se situer institutionnellement aussi, de ne pas faire tous les trucs administratifs, postuler à des subventions ou préparer des dossiers. Et ça nous aide vraiment à écrire et produire nos œuvres et rester vraiment dans la création au lieu de s'en occuper de tout ça aussi. Chaque œuvre que vous voyez ici, vous voyez vraiment the tip of the iceberg. Il y a tellement de travail qui se fait derrière. C'est vraiment de invisible labor, je pense. Je voudrais dire que oui, effectivement, ce qu'on ne voit pas, c'est toutes les discussions qu'on a eues à trois sur différentes références, voir d'autres œuvres, d'autres artistes qui travaillent sur le textile ou qui travaillent sur le tissu, écrire différents textes et tout ça, ça a été possible justement grâce à cette discussion à trois, parce qu'en fait à deux, on est permanence en production, alors qu'à trois, on peut se poser et discuter et faire une sorte de distanciation, prendre un recul par rapport à cette production. Parce qu'en fait, si Anna n'était pas là, l'exposition ne serait pas là parce qu'on serait toujours en train de produire. C'est ça. Nous sommes des machines à produire. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est bien que tu mentionnes l'idée de la réflexion, c'est que des fois, Eugénia et moi, on peut se perdre dans la chiralité. Ça veut dire que it's endless. We can just mirror each other. And I think la présence d'Anna, ça nous aide beaucoup parce que ça nous donne une spectatrice ou une observatrice de loin qui peut aussi apporter des perspectives qui nous échappent des fois. So building on that, I think what's really interesting to me, in addition to the actual textiles, is also the practice of embroidery in both of your pieces, and looking at other cultures as well, thinking about the practice of embroidery, the physical sort of making, the time that it takes. I don't think it's a coincidence that it also is often tied to narration of displacement. And to think of Palestinian, for example, embroidery is so central to Palestinian identity, and I think it's interesting to think about how that's also tied to sharing stories, to sitting together, and so much of embroidery, and I wonder if that's the same in your experiences with your respective cultures, about the practice of sitting together and embroidering and learning together and creating, but also sharing. Very shortly, yes, completely. And what my mother transmitted to me, she explained me that all this process of making fabric from linen, from flax, and one of the things that she said that once everything was done, the fabric was made, women would sit together for hours, for days, and for hours and hours and hours to embroider together and also to share stories. Exactly, that's completely. Same. I learned embroidery. My mom taught me how to embroider. Actually, it's something that used to happen when my grandmother was around. Everyone would just sit down and embroider things, and then they would tell us stories from the past. And since you mentioned Palestinian embroidery, that's actually one of the sources of inspiration that really made me fall in love with textiles even more. And for a while I used to work a lot on visualizing critical issues about the Palestinian-Israeli cause, and I started researching Palestinian embroidery, and then every single stitch has a symbolism behind it. There's a meaning behind it. There is types of stitches that women will do for their wedding, or they would do when their first son is born. There's all these different things when a woman gets widowed, and it's the same in Armenia as well. And I think in Western Armenia, in those territories that no longer exist today, which are now part of Turkey, these villages, every village had its own folkloric dress
and different colors, different fabrics, everything was produced there. It's a very intergenerational practice, I think, from that sense, and it's not an isolated practice. I know that it's only 2 hands that usually embroider, but it's always in the presence of many other hands, and it always goes within a context of sharing stories because it's a very, very slow process. Recently, I learned how to weave carpets using traditional Armenian carpets, and the little carpet that you see inside, it took me a month and a half to weave that, every day weaving for 7 hours. And then I realized how much there's room for those kinds of exchanges, obviously, when you're working with this kind of craft. And there's the other thing is that embroidery and weaving were considered, crafts for the longest time, and I think it's only recently that they are making part of the contemporary art scene. And I think the craft has evolved into an art practice. It's a very feminist artistic practice, I find, because finally women have been given a voice to actually share these stories, and I think we're very interested in these sort of like stories that are unheard or untold or forgotten in a sense, because now we can give them voices. And there's something also, as we were talking about it earlier, we kept on going back to our families, we kept on going back to our culture in a sense, because these textiles, these embroideries, they connect us to our past, they connect us to our ancestors. There's a very strong intergenerational aspect to it, I find, yeah. Je vous entends parler de la broderie et du partage et de l'aspect social. Nos mères aussi cousaient, ils brodaient, ils tricotaient, mais ils ne faisaient pas nécessairement ça ensemble dans un aspect social. Moi, en fait, dans mon éducation, c'était plutôt dans un sens méditatif et pour revenir à soi et puis quelque chose auprès du foyer, dans sa chaise. Et c'était pour un moment de quiétude. Et c'était ces longues heures aussi. Est-ce que c'était vraiment un aspect social? En fait, dans mon éducation à moi, c'était vraiment très individuel. Est-ce que c'est parce qu'on est des sociétés individualistes? Je pense que vous avez répondu à la question d'une manière. C'est vraiment la différence entre nos cultures. On vient des cultures orientales. C'est des cultures très communautaires. C'est pas des sociétés individualistes. Je me rappelle à l'époque, ils faisaient des yaourts ensemble. Chaque dimanche, venaient ensemble pour faire ou bien pour cuisiner ensemble. Donc cet aspect individuel est pas. C'est vrai que ma grand-mère aussi brodait pendant des heures toute seule parce que c'était son business à elle, mais en même temps. Il y a toujours plutôt un aspect communautaire. Mais moi, je pense que c'est vraiment très intéressant le témoignage que vous apportez. Et je pense que ce serait passionnant justement de regarder ça. Moi, je n'appartiens pas à une culture orientale, mais il y a quand même cette espèce de partage qui se faisait, mais qui n'est pas tellement entre les femmes du même âge, mais plutôt entre les femmes de différentes générations. Moi, j'ai appris à broder avec ma grand-mère, etc. Ma mère a appris à broder à mes filles, donc c'est plutôt le pont intergénérationnel. Et c'est comme ça qu'on brode. Ma mère a déjà préparé les broderies pour cet été, pour mes enfants qui vont venir cet été. Donc c'est déjà toute une préparation d'avance. Mais c'est très intéressant votre témoignage. Et je me demande, mais c'est une question, je me demande si c'est pas lié au fait que ici, les familles étaient tellement nombreuses que finalement faire de la broderie, c'était une façon de s'extraire du quotidien et de se retrouver, comme vous dites, on devait être tellement disponible pour les autres que est-ce que c'était pas une façon de se retrouver seule? Et c'était la seule façon parce que, la maman, elle peut pas, elle brode. Je ne sais pas. C'est aussi la question que je me pose. C'est ça. Oui. Mais c'est vraiment très intéressant de s'interroger de cette chiralité, finalement, quelque part, la broderie comme activité sociale et de transmission, et la broderie comme activité de retour, recentrement sur soi-même. C'est passionnant. Ouais, merci. Belle tâche de clore cette conversation passionnante. J'aborderai dans le sens de Fatil tout à l'heure parce que c'est un aspect qu'on ne peut pas souligner beaucoup, mais c'est l'aspect de rôle de la femme dans toutes ces implications par rapport au tissu. Il y a un ouvrage majeur de référence de Rojika Parker qui a été réédité, The Subversive State and the Making of the Feminine. Je conseille à tout le monde de le consulter parce que elle décrit à quel point cette mission se passait de femme en femme
en communauté, mais c'est un savoir-faire qui était accompagné par des histoires, que le travail de Mathilde et Eugénia à révéler des récits est un travail vraiment de fond. Surtout, on parlait tout à l'heure des pays ex-soviétiques, d'où moi personnellement je viens aussi. Ce sont des pays où un nombre total par rapport au passé, beaucoup d'histoires de famille et d'histoires de culture sont tout simplement cachées, même à l'intérieur de la famille et même avec beaucoup de conscience, pour libérer les esprits des jeunes et aussi pour ne pas les mettre en danger. C'est un mindset, je trouve, qui vient de la peur. Je trouve que l'audace des œuvres d'Eugénia et de Mathilde surmonte cette difficulté et montre des manières comment on peut aborder ces choses sans se mettre en danger et tout en respectant et transmettant son héritage et son patrimoine. Donc pour moi, ce sont des exemples formidables. Merci. Merci.